Bon, rebonjour à tous. Merci d'être revenus. J'ai eu un souci technique, donc désolé pour la coupure. Donc, on va reprendre. Alors, je vous avais présenté rapidement. euh, donc, je vous avais présenté rapidement l'épreuve de PSE. Ensuite, attendez, voilà, c'est bon. Donc, différents outils d'analyse. Alors, je vous avais présenté rapidement l'épreuve de PSE avec les questions qui étaient les plus importantes, celles où vous allez avoir le plus de points, pas les plus importantes, mais celles où vous allez engrainer le plus de points. Donc, c'est des questions argumenter un choix et proposer des mesures de prévention. Ensuite, quelques définitions qui sont très importantes aussi. On voit trop d'élèves dans les sujets de PSE qui savent pas faire la différence entre un danger, un risque, etc. Alors, la notion de risque, je ne l'ai pas détaillé dans cette diapo, mais en fait, un risque, c'est vraiment l'ensemble de tous ces éléments, hein. Un risque, c'est quand on a un opérateur qui est dans une situation dangereuse avec un danger et que cette situation dangereuse risque de provoquer un dommage. Donc un risque, c'est vraiment tout ça. S'il n'y a pas de dommage, il n'y a pas de risque. S'il n'y a pas d'opérateur ou de victime potentielle, il n'y a pas de risque. Et bien sûr que s'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque. Donc un danger, c'est vraiment, je le rappelle, c'est un élément qui soit matériel ou immatériel qui peut potentiellement provoquer un dommage sur quelqu'un. Ensuite, pour rappel aussi, la notion accident du travail et maladie professionnelle. Ça, c'est une question qui est souvent aussi posée dans le sujet. Donc, un accident du travail est quelque chose de soudain. Une maladie professionnelle, c'est quelque chose sur le long terme qui va mettre longtemps à survenir. Et une maladie professionnelle, quand un travailleur a donc une maladie et va voir le médecin du travail pour se faire qualifier cette maladie comme maladie professionnelle, il faut que ça fasse partie du tableau des maladies professionnelles de la profession. Si ça ne fait pas partie de ce tableau-là, ça ne peut pas être qualifié comme une maladie professionnelle. Là aussi, je fais un petit point sur le médecin du travail. Le médecin du travail, c'est un médecin qui va valider les aptitudes d'un salarié à sa prise de poste. Et ensuite, tous les 2 ans, le salarié va devoir aller voir le médecin du travail pour voir s'il peut assurer les fonctions à son poste. Et il y a des spécificités particulières, par exemple pour le travail de nuit, qui est une organisation du travail où il y a plus de risques sur la santé, donc avec un suivi plus régulier par la médecine du travail. Donc les outils d'analyse dans une situation, le QQOQCP, cet outil d'analyse, il est très simple parce que les questions elles sont explicites. On va vous dire clairement qui est la victime de la situation, où est-ce que l'accident se passe, etc. Donc c'est un outil d'analyse de situation et de documents qui est très simple et du coup rarement utilisé au bac. Euh, Par contre, vous pouvez l'utiliser, cet outil d'analyse, le QQOQCP, pour définir la problématique. La problématique, c'est vraiment une phrase sous forme de question. Et quand vous voyez une situation professionnelle, cette phrase, cette question, donc, euh, c'est très souvent en PSE sur le schéma de comment prévenir les dommages sur la santé subis par un opérateur lorsqu'il est ou lorsqu'ils sont exposés à un danger. Par exemple, comment prévenir l'électrocution quand un salarié va utiliser une machine électrique défectueuse. Pour définir cette problématique, cette question-là, donc elle revient quasiment tous les ans au bac, voire même 2 fois par sujet, parce que vous savez, il y a deux parties dans le sujet de PSE. Une partie
soit santé et ou environnement, et une partie d'analyse de situation professionnelle. Et on peut vous demander 2 fois, donc dans chaque partie, de définir la problématique. En gros, vous vous positionnez comme un bon père de famille, comme un patron, comme un grand frère ou une grande sœur, et vous regardez la situation et vous vous dites, OK, bah, dans cette situation, comment éviter les risques d'accidents, de maladies, etc. Donc, dans cette situation. Et comme je vous ai dit, pour avoir une problématique très précise, utilisez les éléments du QQOQCP. Comment éviter, comment prévenir que qui n'encourt un dommage causé par le quoi, donc le danger, dans cette situation, dans ce contexte-là. Ensuite, autre outil d'analyse Itamami, donc individu, tâche, matériel, milieu. Ici, c'est un outil d'analyse en fait où vous allez pouvoir décortiquer une situation comme si vous jouiez au jeu de 7 familles, sauf que là, il y a 4 familles. Donc la famille individu, c'est tous les éléments qui sont liés donc, à l'opérateur de travail, à la victime, à l'individu. Donc qui il est, quel âge il a, sa formation, son expérience professionnelle, s'il a des caractéristiques particulières physiques ou mentales. Donc ça, c'est la famille individu. La famille tâche, c'est la tâche de travail qu'il va devoir faire, que ce soit le travail prescrit ou le travail réel. Le travail prescrit, c'est par exemple une tâche générale. Par exemple, un vendeur va devoir effectuer des ventes dans sa journée. Et le travail réel, c'est toutes les opérations individuelles qu'il va devoir faire. Pour faire une vente dans un magasin, il faut que l'opérateur ouvre le magasin, prépare ses rayons. Ensuite, il faut qu'il ouvre la caisse, il faut qu'il encaisse, il faut qu'il accueille et conseille le client, etc. Et toutes ces tâches réelles nécessitent bien sûr des ressources, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient humaines, par exemple conseiller un client, il faut avoir des ressources d'analyse, des compétences. Donc, travail prescrit, travail réel. Et bien sûr, ça nécessite des ressources et ça a des conséquences, par exemple la fatigue, par exemple le stress, etc. Donc, individu, tâche, matériel, ça va être tout le matériel qui va être utilisé, le matériel pour faire le travail, mais le matériel aussi pour se protéger, par exemple, des risques professionnels. Donc, les produits utilisés, les énergies, le fonctionnement, etc. Et dans la dernière famille, il va y avoir le milieu. Donc, le milieu, c'est tout ce qui entoure vraiment le travailleur dans son activité professionnelle. Donc, ça peut être la chaleur, le bruit, le stress, la luminosité, la poussière, les cadences de travail, l'organisation du temps de travail. Tout ça, ça va aller dans la famille, donc milieu. Donc, Itamami, individu, tâche, matériel, milieu. Cet outil-là, il est souvent demandé au bac pour analyser une situation professionnelle. Un autre outil d'analyse qu'on peut utiliser, donc l'outil d'analyse qui s'appelle le diagramme d'Ishikawa ou diagramme cause-effet ou le diagramme en arête de poisson, c'est la même chose. Alors ici, à gauche, dans la partie gauche, on va voir toutes les causes, tous les facteurs qui vont, on voit la flèche, qui vont conduire à un effet indésirable. L'effet indésirable, ça va être l'accident, la maladie professionnelle, l'accident du travail, les troubles causés par exemple, l'activité professionnelle. Et dans les arêtes, donc on va avoir des familles. Chaque branche, c'est une famille de causes. Donc, on peut utiliser l'Itamami en mettant 4 familles de causes. Donc, individu, tâche, matériel, milieu. Ici, on utilise les 5 M. Donc, c'est exactement la même chose que Itamami, sauf que c'est 5 familles qui vont commencer par M. Main-d'œuvre, méthode, matériel, matière et milieu. On retrouve l'Itamami ici, hein. Main-d'œuvre, ça correspond à l'individu. La tâche, ça correspond à la méthode de travail. Le matériel de Itamami, ici, il est séparé entre matière première et matériel. Donc, par exemple, un boulanger va utiliser un pétrin, va utiliser un four, ça va aller dans le matériel, et va utiliser de la farine,
Ça va être dans matière première. Et milieu, c'est pareil que Itamani, donc pour cette famille de causes. Euh, et ici, on va déterminer bah, tous les facteurs, toutes les causes qui vont aller dans les familles. Ensuite, le PAD, le processus d'apparition du dommage. Alors, le processus d'apparition du dommage, il fut intense, il tombait à chaque fois au bac. Donc, on demandait aux élèves d'analyser la situation avec le PAD, le schéma du processus d'apparition du dommage. Mais on voit de plus en plus ces dernières années que il va pas y avoir de questions de type analyser la situation en utilisant le processus d'apparition du dommage, le schéma du processus d'apparition du dommage. Mais on peut vous poser des questions. Dans cette situation, ben, quel est le danger? Quel est l'enjeu ou quel est l'opérateur? Quelle est la situation dangereuse? Donc on a vu apparaître ça dans les derniers bacs. Donc ici, le danger, c'est le grand méchant loup, c'est le matériel, la substance, la chose qui va attaquer l'opérateur. Ici, ça va être l'enjeu ou l'opérateur, ça va être bah, la victime, le travailleur. La situation dangereuse, donc ici, on va avoir l'opérateur qui fait une opération de travail en présence du danger, donc au même endroit et au même moment. Et ça ne suffit pas pour avoir un accident. Pour qu'on ait un accident, on va devoir avoir un événement déclencheur qui va provoquer un dommage sur la santé. Donc, par exemple, un électricien, ici, de l'électricité, un appareil électrique défectueux. Ici, l'électricien travaille en présence de l'appareil électrique défectueux, donc manipule l'appareil défectueux. Pour le moment, ça ne suffit pas pour engendrer un dommage, pour engendrer un accident. Il faut un événement déclencheur qui va être l'électricien va toucher l'appareil à un endroit où le métal dénudé avec l'électricité est accessible. Donc ici, l'électricien manipule un outil avec de l'électricité, un matériel avec de l'électricité. Il touche le l'appareil, donc il touche l'appareil, la partie dénudée, et le dommage, on va avoir électrocution, électrisation, etc. Ensuite, il y a un autre outil d'analyse, une autre façon d'analyser les accidents du travail, ça va être l'approche par le travail. Ici, dans cette approche par le travail, c'est l'analyse que vous avez vue en terminale. Ici, on ne va pas forcément connaître le risque de la situation de travail, mais on va partir de soit l'entreprise qui va se plaindre de ses salariés qui sont trop absentéistes, qui ont trop d'arrêts de travail, un turnover qui est trop important, ou soit des salariés, des opérateurs qui vont se plaindre des conditions de travail. Donc ici, on va retrouver un petit peu comme le diagramme cause à effet, toutes les causes en haut et les effets en bas avec la partie travail, travail réel, travail prescrit. Donc un petit peu comme le diagramme cause à effet, comme l'Itamami, où on va avoir les causes ici, on appelle ça des déterminants. Donc déterminant opérateur, donc là ça va être tout ce que l'opérateur de travail tout ce que l'opérateur de travail va apporter dans sa tâche de travail. Donc, son expérience, son ancienneté, sa formation, ses qualifications, son âge, etc., ses capacités physiques. L'entreprise va apporter donc du matériel, de l'outillage, une organisation du temps de travail, un environnement de travail adapté, un salaire, etc. Donc, les déterminants opérateurs, les déterminants entreprises, le travail réel, ce qu'il fait factuellement, le travail prescrit, en gros, ça va être les tâches, les opérations de travail que vont lui demander le patron. Ensuite, il va y avoir des conséquences, des effets.
sur l'opérateur, des effets positifs et négatifs, par exemple positif la valorisation, le salaire, les promotions, etc. Les effets négatifs, la fatigue, le stress, la maladie, les blessures. Et pareil, les effets négatifs et positifs sur l'entreprise. Positifs, donc les résultats, la, comment on dit, l'image de l'entreprise, la valorisation de l'entreprise et des produits, effets négatifs, taux d'absentéisme, malfaçon, etc. Et ici, cette démarche d'analyse, c'est vraiment, comme je vous ai dit, quand on connaît pas trop bien les risques de l'entreprise, et donc ça va être typiquement une démarche qui va être utilisée par un médecin du travail qui va voir arriver des travailleurs qui se plaignent de fatigue, stress, maladie, mal au dos, etc. Et qui va devoir analyser, décortiquer, aller dans l'entreprise et retrouver tous les déterminants, les facteurs, pour pouvoir faire des hypothèses. Peut-être, et ça on vous demande au bac quand on utilise cet outil-là, hypothèse prospective ou rétrospective, donc prospective en partant des déterminants et en allant vers les faits, et rétrospective c'est l'inverse, donc hypothèse prospective, ça va être par exemple euh, mon vendeur qui travaille dans l'entreprise, donc avec des appareils de paiement qui sont défectueux, qui marchent une fois sur deux. Donc mon vendeur avec sa formation, son ancienneté, euh, qui travaille dans l'entreprise avec du matériel défectueux, qui doit faire une tâche, faire des opérations de vente et accueillir les clients, va avoir pour conséquence de augmentation du stress et de la fatigue au quotidien chez l'opérateur et chez l'entreprise. On va avoir des clients qui n'ont plus envie de venir acheter dans ce magasin parce que ça prend des plombes à se faire encaisser, par exemple. Donc, ça, c'est l'approche par le travail. Alors, ensuite, on va partir dans la prévention, dans les mesures, dans la mise en place de mesures de prévention. Donc, dans la mise en place de la prévention, il y a 9 principes généraux qui vont être d'éviter les risques, d'évaluer les risques non évitables, de combattre les risques à la source, très très important, d'adapter le travail à l'homme. Donc ça va être tout ce qui va être ergonomie des postes de travail, de tenir compte de l'évolution des techniques, de substituer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas ou moins dangereux, de planifier la prévention. Et ensuite, la protection collective prime sur l'individuel et donner des instructions appropriées aux travailleurs. Donc ça va être tout ce qui est affiche formation, etc. Et de ces 9 principes, en fait, quand on va faire des mesures de prévention, on va justement, quand on fait une synthèse de tout ça, en fait, on va pouvoir déterminer 3 niveaux, 3 ou 4 niveaux de prévention. Et donc ça, cette question-là, la partie prévention, donc comme je vous remontre vite fait, ici dans la grille d'évaluation du bac, la partie proposer des solutions pour résoudre un problème, la compétence 4, c'est une compétence qui rapporte beaucoup de points. Donc ici, en gros, ça va être un point par question. Donc proposer des mesures de prévention, ça va être essentiel dans votre sujet, dans votre copie. Donc, proposer des mesures de prévention. Donc, comment faire de la prévention la plus efficace possible. Donc le premier niveau, ça va être la prévention intrinsèque, c'est mon danger. Je vais soit le supprimer ou soit le réduire tellement sa force, entre guillemets, qu'il ne va plus être dangereux. Par exemple, si mon danger, c'est l'électricité, couper l'électricité dans une zone, ça va être la prévention intrinsèque la plus efficace. Parce que pour un patron, supprimer le danger à la base, euh, et ben, euh, on n'a plus aucun problème. Et on va plus devoir s'inquiéter de ce risque professionnel.
Ensuite, le niveau 2, ça va être les préventions collectives et les préventions individuelles et les protections individuelles. Donc, protection collective individuelle, c'est ici où on peut séparer ce niveau en deux parties. Il vaut toujours mieux faire de la protection, de la prévention collective, donc mettre en place des mesures collectives, des barrières, par exemple pour l'électricité, des tableaux électriques fermés à clé, plutôt que des mesures de protection individuelles, les EPI que vous connaissez bien. Pourquoi? Parce que quand on va être patron, si on met en place des protections collectives, on va devoir les vérifier une fois par semaine, une fois par mois, après ça dépend. Mais pardon. On va devoir les vérifier moins régulièrement que les mesures de prévention individuelles, les EPI. Chaque individu, chaque salarié va devoir utiliser lui-même ces EPI, donc le patron, qui est responsable de la sécurité et de la santé de ses employés, va devoir mettre en place des mesures pour vérifier tous les jours, tout le temps, que chaque individu utilise bien ces EPI. Donc ça va être très 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 contraignant et, euh, et ça va être plus difficile à mettre en place. Le niveau 3, c'est tout ce qui est information et formation, donc tout ce qui est affichage, tout ce qui est formation professionnelle. Donc ici, on voit que du niveau 1 jusqu'au niveau 3, c'est de moins en moins efficace. Mettre un affichage, c'est pas forcément ça qui va faire en sorte que les salariés ne vont pas être exposés au danger. Informer, c'est très important, faire des affichages, c'est important, mais on est loin d'être sur des mesures efficaces de prévention. Donc, pour synthétiser, hein, quand on fait ici, regardez, ici, ça reprend un petit peu le pad, hein. On va avoir un opérateur, un danger, en orange, la situation dangereuse. Donc, vu qu'on a plusieurs opérateurs dans l'entreprise, parfois on va avoir des opérateurs qui sont très exposés au danger, parfois un petit peu moins. Et donc, si on fait de la prévention intrinsèque, on va supprimer le danger, on va tuer le lion, on va tuer le danger. Et donc, si on tue le danger, ici, bah, tous les opérateurs, ils vont être protégés juste avec cette mesure de prévention. Donc, c'est pour ça que c'est la mesure la plus efficace, la prévention intrinsèque. Supprimer le danger à la base. Et donc, quand c'est possible, il faut faire ça en priorité. Ensuite, les protections collectives. Ici, donc, on a toujours un danger, on va avoir plusieurs opérateurs et une protection collective. C'est comme si on mettait autour de notre danger une barrière de protection qui va protéger n'importe qui, que ce soit le salarié ou que ce soit la femme de ménage, que ce soit le, les enfants du salarié parce qu'on est mercredi après-midi et qu'il a emmené ses enfants au travail. N'importe être, qui va s'approcher du danger, s'il y a une protection collective, ça va protéger n'importe qui de ce danger-là. Donc par exemple, ça va être les armoires fermées à clé pour mettre des produits chimiques, pour mettre de l'électricité, donc les armoires électriques, ça va être des barrières autour d'une hauteur, donc des barrières de protection. Donc c'est comme si on mettait un toit de protection au-dessus de chaque opérateur. Donc ça, c'est des mesures collectives. Les mesures individuelles, donc un peu moins efficaces. Ici, toujours pareil, on a un danger, on a différents opérateurs. Et les mesures individuelles, ici, chaque opérateur va se protéger. Mais si l'opérateur n'est pas informé ou n'a pas un bon équipement de protection individuelle, il va être exposé au danger et il va risquer l'accident. Donc, mesures de protection individuelle, donc moins efficaces que les mesures de protection collective. Celles-là, normalement, vous les avez tous hein, d'expérience quand on demande aux élèves des mesures de protection, par exemple contre le bruit. Tous les élèves vont proposer des bouchons d'oreille ou des casques anti-bruit. Par contre, le plus efficace, là je reviens, le plus efficace serait de tuer la machine qui fait du bruit à la base, donc de changer de machine pour une machine moins bruyante. Ou sinon, protection collective, de mettre
des carters de protection, de réduction de bruit, de mettre la machine dans une salle fermée à clé où les opérateurs ne peuvent pas y accéder, ne peuvent pas être exposés au bruit. Donc ça, c'est des mesures collectives plus efficaces que les mesures individuelles où ici, chaque opérateur va mettre en place des mesures de protection individuelle, donc comme les casques. Et les opérateurs, c'est comme les élèves avec leur badge, leur, euh, euh, leur, leur, euh, leur uniforme, par exemple, à l'école. Les opérateurs, c'est comme les élèves, ils ont toujours une bonne raison pour pas mettre un casque, par exemple. Ah, il fait trop chaud, ah, c'est trop moche, ah, mais moi j'ai l'habitude, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est moins efficace, c'est qu'un patron doit être sans arrêt derrière les fesses de chaque opérateur pour pouvoir vérifier qu'il a bien ses EPI. Et ensuite, dernier niveau de prévention, tout ce qui va être affichage et formation. Donc ici, on n'a rien de factuel hein, qui va protéger les opérateurs du danger. On va juste les informer. Donc ceux qui vont être très sensibles à cet accident, à ce risque-là, à cette problématique, ils vont naturellement s'extraire du danger ou ils vont faire un petit peu plus attention et s'éloigner un petit peu du danger. Mais on voit que le danger est toujours existant et ça suffit pas pour éviter un accident. Donc tout ce qui est affichage et formation, c'est bien, c'est important, mais ça suffit pas. Donc je vais regarder rapidement si vous avez si vous avez des questions dans le chat. Euh, Et, euh, et après, on attaque les différents modules. Donc, on va pas pouvoir être exhaustif hein, sur tous les modules, mais, euh, mais bon, je vais vous apporter ce qui pour moi est important dans chaque module. Alors, je regarde rapidement. Ah oui, comment estimer la gravité d'un dommage? Oui, cette diapo, je ne l'ai pas dans l'approche par le risque. Euh, j'essaierai de vous montrer ça tout à l'heure. Alors, je regarde. Je vois pas de questions. Je vois pas de questions particulières. Ok, donc je continue. Alors, premier module que vous avez vu en seconde, le système de santé. Alors, dans le système de santé, c'est tout ce qui est le parcours de soins coordonnés. Donc, d'abord, aller voir le médecin traitant qui va nous orienter vers un médecin spécialisé. Donc, ça, c'est pour faire des économies à la sécurité sociale. Mais c'est aussi, là, un des gros avantages aussi, c'est que votre médecin traitant, il va très bien vous connaître et il va pouvoir mieux vous orienter parce qu'il connaît tout simplement, généralement, un médecin traitant, c'est aussi le médecin de la famille, donc il va le connaître les pathologies de, euh, de vos proches, de votre famille, et va pouvoir avoir un diagnostic beaucoup plus pertinent et beaucoup plus efficace. En plus de ça, un autre avantage du système du parcours de soins coordonnés, c'est que quand le médecin traitant va vous orienter vers un spécialiste, un cardiologue, un pneumologue, etc., le médecin spécialiste va envoyer les résultats au médecin traitant. Et le médecin traitant va pouvoir avoir une vision globale de toutes les analyses et de tous les examens qui ont été faits chez un patient. Le système de soins coordonnés. La carte vitale qui est liée au tiers payant, donc là, ça permet de ne pas avancer les soins, les frais des soins médicaux. Euh, pardon. Ensuite, dans le système de santé, deux autres éléments qui sont très importants. Donc, la définition de la santé, on trouve cette question-là, qui est une question de cours à connaître. La définition de la santé par l'OMS. Donc, la santé, c'est quoi? C'est un état de bien-être complet de donc,
La santé, c'est un état de bien-être complet, qui soit physique, mental ou social, et ce n'est pas seulement l'absence de maladie. Ça, c'est la définition de l'OMS. De temps en temps, on vous pose cette question-là au bac. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, mais elle peut arriver. Et dernier point dans le système santé, c'est tous les plans santé. Un plan santé, c'est quoi? Un plan santé, c'est une équipe de travail qui va se pencher sur une problématique, par exemple euh, le tabagisme chez les moins de 25 ans, ou les cancers, cancer de la prostate, ou le diabète de type 2, etc. Donc, une équipe de travail qui va se pencher sur une problématique pendant plusieurs années et qui va faire un diagnostic et proposer, donc faire un diagnostic de l'existant, regarder le nombre de maladies par an, etc., les facteurs, les causes, les conséquences, et proposer des mesures pour, pour améliorer cette problématique-là. Donc, le système de santé. Ensuite, le sommeil. Alors, dans le sommeil, il y a plusieurs choses qui sont importants. Donc, tout d'abord, les cycles de sommeil. Donc, les rôles du sommeil. Le sommeil, ça sert à faire de la récupération physique et mentale. Donc, il y a, on va dire, on entend les grandes consignes de un adulte a besoin de 8 heures de sommeil par nuit, mais ça, c'est des grandes moyennes. Donc, chaque individu est différent, donc on va avoir besoin d'un peu de plus ou de moins. Le bon indicateur, c'est quand on se réveille et qu'on n'est pas fatigué, qu'on se sent reposé, ça veut dire qu'on a passé une nuit récupératrice et qu'on a eu un sommeil donc récupérateur. Donc, il y a différentes phases hein, dans le sommeil. Donc, il y a déjà la phase d'endormissement, le sommeil lent, léger, profond, où là, on va faire essentiellement de la récupération physique. Et le sommeil paradoxal, c'est là où on va rêver, où on va faire de la récupération mentale. Élimination du stress, mémorisation. Donc, c'est pendant cette période de sommeil paradoxal où on va avoir le plus de récupération mentale. Et après, on a un micro-réveil qui va durer quelques secondes. Et si on a assez dormi, bon, on va se réveiller. Si on n'a pas assez dormi, on va continuer notre nuit de sommeil et on va reboucler vers un cycle. En fait, on va avoir un endormissement, sommeil lent léger, sommeil lent profond, sommeil paradoxal et micro-réveil, latence. Et si on a assez dormi après plusieurs cycles de sommeil, on va se réveiller. Et sinon, on va continuer nos cycles de sommeil et on va en faire 3, 4, 5, 6 dans la nuit. Euh, je vais pas détailler plus sur le sommeil. Sur les biorhythmes, donc dans la partie biorhythme très liée au sommeil, donc il y a le biorhythme veille-sommeil qui est très lié le- à la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et le biorhythme, euh, une, c'est vraiment un cycle qui va revenir tous les jours, le cycle biologique, l'horloge interne, qui va revenir tous les jours. Et le cycle veille-sommeil est très lié à la lumière, à la luminosité de l'environnement. Et c'est pour ça qu'on vous dit et que vous avez entendu que les écrans, et notamment la lumière bleue, va provoquer quoi? Une détection de la lumière chez un individu. Quand cette lumière bleue est là, eh ben, l'individu va croire que il fait jour, donc il ne va pas sécréter comme quand le soleil tombe et que la nuit est là, il ne va pas sécréter l'hormone du sommeil qui est la mélatonine. Donc c'est pour ça que avec un téléphone, avant d'aller se coucher, on va retarder les cycles de sommeil. Donc en gros, si on analyse cette hormone du sommeil, la mélatonine, dans le sang, on va s'apercevoir que elle va commencer à être produite normalement à la tombée de la nuit, vers 19-20 heures. Et si jamais on va être exposé à de la lumière,
cette production de mélatonine, elle va être décalée, retardée, et l'hormone du sommeil qui va avoir pour rôle de préparer le corps donc à l'endormissement. Donc en sommeil lent, léger, lent profond, donc le rythme cardiaque va diminuer, la température va diminuer, la respiration va diminuer. Et donc cette mélatonine, elle a cette fonction-là de ralentir les fonctions physiologiques du corps. Et si jamais on est exposé à la lumière, aux écrans, notre corps va moins se préparer ou va se préparer plus tard donc au sommeil. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir sommeil plus tard et que ça va décaler notre rythme biologique. Et les conséquences de ça, c'est que bah, la plupart du temps, on a des impératifs qui vont être socio-sociétaux. Le matin, on va devoir aller se réveiller ou aller au travail. Et si on est décalé et si on dort plus tard, donc on va se retrouver avec un retard de phase de rythme biologique. Euh, et quand on va devoir se réveiller, on va être avec beaucoup, beaucoup de mélatonine, d'hormones du sommeil, et donc ça va perturber notre cycle veille-sommeil. Ensuite, l'activité physique. Alors, l'activité physique, donc, comment fonctionnent donc, les muscles striés squelettiques. Donc, les muscles striés squelettiques, c'est les muscles de l'organe locomoteur, donc ceux qui vous permettent de vous déplacer. Donc, on peut les contrôler hein, par un influx nerveux. Quand on pense à bouger un muscle, il va bouger. C'est pas comme le cœur ou les muscles intestinaux, par exemple, qui eux sont autonomes. Donc les muscles striés squelettiques, c'est les muscles qui sont reliés donc par des tendons au squelette. Et ces muscles-là nécessitent de l'oxygène, des nutriments, du sucre notamment, et un influx nerveux pour qu'ils puissent se contracter et vont produire des déchets, donc du CO2 et des déchets métaboliques. Et donc, ça, c'est le fonctionnement des muscles striés squelettiques. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une alimentation, et de l'eau aussi, pardon. Les muscles ont besoin d'eau pour fonctionner. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une alimentation, euh, une alimentation adaptée donc, à son activité physique. Maintenant, les addictions. Alors, par rapport aux addictions, donc une addiction, en gros, la définition d'une addiction, c'est quand on va avoir une dépendance à quelque chose et que cette dépendance va avoir des conséquences négatives sur la santé. Il faut vraiment ces deux points pour qu'on puisse définir une addiction. S'il n'y a pas de conséquences négatives sur la santé, on ne peut pas considérer ça comme une addiction. On est dépendant de respirer de l'oxygène ou de boire de l'eau, mais ça n'a pas de conséquences négatives sur la santé, donc ce n'est pas des addictions. Donc, une addiction, il faut qu'il y ait une dépendance et une conséquence négative sur la santé, un dommage sur la santé. Donc, il y a plusieurs addictions, hein, des addictions à des produits, mais il y a aussi des addictions comportementales, que ce soit les achats, le travail, tout ce qui est lié à la sexualité, à l'amour et aux relations, le jeu, Internet, les réseaux sociaux. Donc, il y a des addictions comportementales, où là, ça va jouer dans le cerveau sur le mécanisme de la récompense. En gros, n'importe quelle chose qui peut vous donner du plaisir, quand ça va partir en mode incontrôlé, ça peut être considéré comme une addiction. Par exemple, si mon petit plaisir, c'est de faire de la lecture et d'acheter des livres, si on caricature, ça peut devenir une addiction si je suis tellement passionné par l'achat de livres anciens que je vais dépenser tout mon argent à acheter les livres les plus rares, les plus chers, etc. Et que à côté, je vais plus avoir d'argent pour manger correctement. Donc là, on est d'accord, hein, j'ai pris un cas vraiment extrême et caricatural,
mais c'est pour vous montrer que n'importe quel petit plaisir peut, quand ça devient incontrôlé, devenir une addiction. Donc si jamais, je dis ça par rapport aux jeux vidéo, quoi. Un jeu vidéo, est-ce que c'est une addiction, est-ce que c'est pas une addiction? La dépendance, oui, elle peut être là. Après, il faut voir les conséquences sur la santé physique, mentale ou sociale. Les jeux vidéo sur la santé physique, euh, c'est assez rare qu'il y ait des conséquences physiques de la pratique de jeux vidéo. Sur la santé mentale, là aussi, pour avoir des pathologies mentales à cause des jeux vidéo, c'est rarissime. Et par contre, sur la santé sociale, si mes jeux vidéo, ça va faire en sorte que bah, je m'isole de ma famille, de mes amis, etc., dans la vraie vie, là, on peut considérer que, effectivement, ça peut devenir une addiction. Sur la santé physique, ça va être plus euh, des conséquences, comment on dit, des dommages collatéraux, quoi. Par exemple, euh, quand on va jouer aux jeux vidéo, la sédentarité, elle va beaucoup augmenter. Donc, en gros, on va moins bouger. Et là, effectivement, ça peut avoir des conséquences physiques. Et sur l'alimentation aussi, si je mange que des chips en jouant aux jeux vidéo, là, bah, une mauvaise alimentation va avoir des conséquences sur ma santé physique et sur mon sommeil aussi. Si jamais je ne dors pas assez, ça va avoir des conséquences sur mon physique. Donc, par exemple, là, les conséquences négatives sur le physique, ça va être vraiment des conséquences qui vont être, c'est pas le jeu vidéo en lui-même qui va avoir des conséquences négatives sur la santé physique, mais c'est les comportements de sommeil, alimentation, euh, euh, activité physique, qui, elles, vont avoir des conséquences sur la santé. Quand on parle aussi d'addiction, il y a un phénomène qui est la polyconsommation. Donc, par exemple, ici, c'est un schéma qui illustre la polyconsommation entre le tabac et la cigarette, et, pardon, et l'alcool. Donc, la polyconsommation, ça dit quoi? C'est que quand on va consommer, donc là, on parle d'addiction à des substances, à des produits. Quand on va consommer plusieurs substances, donc cette polyconsommation ne va pas juste additionner les effets négatifs de chaque substance, mais elle va les multiplier. Donc par exemple, si j'ai deux fois plus de risque d'avoir un cancer à cause de l'alcool et trois fois plus à cause du tabac, ben, la conséquence, ça va être pas de plus 3, mais 2 fois 3 risques, fois plus de risques. Donc les effets négatifs, ils vont être multipliés. C'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. C'est c'est les conséquences de la polyconsommation. Donc, polyconsommation de plusieurs substances. Donc, tabac, alcool, vous les connaissez, cannabis, cocaïne, euh, caféine, etc. Ensuite, le module sur les grossesses non désirées. Alors, en gros, pour les grossesses non désirées, on va avoir des moyens de contraception. Donc, plusieurs familles vraiment de moyens de contraception. Il va y avoir des moyens de contraception donc, de type barrière, donc préservatif masculin, féminin, diaphragme, cap cervical, qui vont vraiment servir de barrière physique, hein, un sac plastique pour éviter que les spermatozoïdes passent. Ensuite, il va y avoir des préservatifs des contraceptifs non hormonaux, comme le stérilet au cuivre, où là, le stérilet au cuivre va être, quand il va être implanté dans l'utérus, il va créer une inflammation dans l'utérus. Et quand un embryon ne va pas pouvoir se développer à cause de cette inflammation-là. Donc, ici, c'est des dispositifs qui n'utilisent pas des hormones et on va avoir toute une gamme de dispositifs hormonaux. Donc, le plus connu, bien sûr, c'est la pilule. Donc, les hormones, qu'est-ce qu'elles vont faire? Qu'est-ce qu'elles vont avoir comme conséquences? Donc, ça va avoir des conséquences sur au niveau du col de l'utérus, donc la glaire cervicale. Ici, il y a une petite glaire qui va être épaissie
et qui va empêcher les spermatozoïdes d'aller féconder un ovule. Et il va y avoir aussi des conséquences sur la production des ovules ici au niveau des ovaires. Donc ça, c'est des dispositifs hormonaux qui vont avoir, tous ces dispositifs hormonaux qui vont avoir cette action. Et donc, comment distribuer ces hormones-là contraceptives donc, dans le corps d'une femme? Donc, ici, il y a beaucoup de méthodes. Donc, que ce soit sous forme de médicaments, donc de bonbons, donc des pilules, pilule qui est la pilule mensuelle classique où on va prendre une pilule tous les jours, le patch, donc les hormones elles peuvent être diffusées par patch, par anneau vaginal, un anneau qui va se mettre dans le vagin, ou par stérilet, mais ici pas un stérilet au cul, mais un stérilet hormonal, ou par implant aussi. Donc tout ça, c'est des dispositifs qui vont être hormonaux. Il y a aussi des injections, il y a aussi plusieurs méthodes pour distribuer ces hormones dans le corps de la femme. Et donc, pourquoi est-ce qu'il en existe autant? Tout simplement pour s'adapter au mieux aux contraintes et aux besoins de chaque fille. Par exemple, une fille qui oublie de prendre tous les jours une pilule contraceptive, la pilule, ça va pas être un moyen contraceptif qui va être pertinent pour elle. Une fille qui va se baigner tout le temps, le patch, ça va pas être pertinent pour elle. Une fille qui a du mal avec son corps et qui va avoir du mal à se mettre un anneau vaginal, pareil, l'anneau vaginal va pas être pertinent pour elle. Une fille qui n'aime pas les piqûres, donc que ce soit l'implant ou la piqûre, pareil, pas pertinent. Donc voilà. La contraception, il y a plein d'avantages et d'inconvénients de chaque moyen contraceptif. Et c'est pour ça qu'il en existe autant pour que chaque femme utilise son moyen contraceptif. Ok. Ensuite, il va y avoir, donc voilà, les moyens contraceptifs, préservatif féminin, masculin, le diaphragme, l'anneau, l'implant, les spermicides aussi, mais c'est moins efficace, les patchs, et ici la différence entre le stérilet ou le dispositif intra-utérin aux hormones et au cuivre. Et ici, les pilules contraceptives en continu. Avant de passer aux IST, donc il y a aussi, on connaît tous la pilule du lendemain. Alors, la pilule du lendemain et l'avortement. Donc là, je reviens. Les contraceptifs, c'est pour éviter qu'il y ait un spermatozoïde qui rencontre un ovule et qu'il aille féconder un ovule et qu'il y ait un début de grossesse. Par contre, la pilule du lendemain, ici, c'est quand on a eu un rapport à risque et que les spermatozoïdes ont déjà fécondé un ovule et c'est pour tuer l'embryon qui vient juste d'être implanté. Donc, enfin, qui vient juste d'être fécondé. Donc, la pilule du lendemain, c'est un dispositif qui est d'urgence. C'est pas utilisé après chaque rapport. C'est vraiment, vu que les doses d'hormones, elles sont beaucoup plus importantes, ça a beaucoup plus d'effets secondaires sur le corps de la fille. Donc, c'est vraiment à utiliser en cas d'urgence, la pilule du lendemain. Et ensuite, l'avortement. Donc, l'avortement, il y a la loi, hein, elle encadre l'avortement, donc l'interruption volontaire de grossesse, IVG. Donc ça, elle peut être faite que jusqu'à 14 semaines. Et on a deux types d'IVG, donc d'interruption volontaire de grossesse, d'avortement. Ça va être l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse, où là, un médicament va faire descendre tout seul l'embryon. Donc ça, c'est en début de grossesse. Et quand l'embryon s'est un peu développé, là, ça va être carrément chirurgical, où on va venir curer l'embryon qui va être ici. Donc ça, c'est très traumatisant, que ce soit le chirurgical ou l'hormonal.
le médicamenteux, l'avortement médicamenteux. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux prévenir et utiliser des contraceptifs pour ne pas avoir de grossesse non désirée. Ensuite, les IST. Alors, maladies sexuellement transmissibles. Il en existe plein causés par des bactéries ou causés par des virus d'une manière générale. Celles qui sont causées par des bactéries, elles sont souvent traitables avec des antibiotiques. Celles qui sont causées par des virus, euh, la seule façon de les éviter, c'est avec un vaccin. Donc ici, vous avez le tableau de la transmission des maladies sexuellement transmissibles. Donc VIH, c'est le virus qui va provoquer le sida. Il y a tous les virus hépatite A, B, C, la syphilis, l'herpès génital, le papillomavirus, les chlamydia, la gonorrhée. Donc ici, dans les, dans les, ma- dans les maladies virales, on va avoir le VIH, les hépatites, l'herpès, qui est une maladie virale, le papillomavirus, qui est une maladie virale. Et ici, on a des vaccins contre le papillomavirus, contre l'hépatite B, mais on va pas avoir de vaccin contre le VIH et l'herpès. Donc ici, euh, donc voilà, on a des maladies qui, on ne peut pas lutter contre elles par des vaccins et qui plus est, des maladies qui vont provoquer souvent aucun symptôme. Donc c'est pour ça qu'il faut se protéger avec des préservatifs et surtout qu'il faut faire des dépistages régulièrement. Donc quand on parle de moyens de prévention, donc oui, on pense tous aux préservatifs, mais le dépistage est un moyen de prévention. Le choix des partenaires, le choix des pratiques aussi, etc. Donc, tout ça, ça fait partie vraiment d'un pool de moyens de prévention pour éviter d'attraper des maladies sexuellement transmissibles. Parce que ici, regardez, si on n'utilise que le préservatif, donc on va être protégé ici pour des pratiques qui vont être pénétration vaginale et anale. Ok, bah là j'utilise le préservatif. Mais par exemple, les chlamydia, on peut être contaminé à cause avec des chlamydia pendant l'utilisation avec une anulingus, des caresses sexuelles, juste des caresses sexuelles. Et par exemple, on peut se protéger pendant les rapports toute notre vie, être persuadé de pas avoir de maladie sexuellement transmissible, alors que on a attrapé des chlamydia qui, chez un homme, ne va donner zéro symptôme et au bout de plusieurs mois, plusieurs années, va pouvoir entraîner, par exemple, une stérilité. Et en plus de ça, cet homme-là va propager à ses partenaires. Donc, le dépistage, le préservatif, la vaccination si possible, le choix des partenaires euh, et le choix des pratiques, ça, c'est des mesures de prévention contre les IST. Alors, je regarde. Alors, est-ce qu'il faut savoir tout sur les. Alors, est-ce qu'il faut savoir tout sur les IST? Non. Euh, Si vous devez connaître des IST, ça va être le sida. Le sida, que c'est un virus, comment ça s'appelle le virus, donc le VIH. Qu'est-ce que VIH ça veut dire? Quelles vont être les conséquences sur la santé? Donc le VIH, sida, donc le virus d'immunodéficience humaine, VIH. Les conséquences, ça va attaquer votre système immunitaire. Et en gros, vous n'allez plus avoir de système immunitaire. Quand on a le sida, on n'a plus de système immunitaire efficace et donc on va pouvoir mourir d'une simple grippe par exemple. Et aujourd'hui, il n'existe pas de vaccin contre le sida. Par contre, c'est vrai il existe des médicaments comme la PrEP qui vont réduire énormément le risque d'être contaminé à l'exposition, pendant une exposition et le risque de propager donc la maladie. Euh, alors, je regarde. Euh, c'est quoi PMA? C'est la procréation médicalement assistée. C'est tout ce qui est
tout ce qui est lié à la stérilité, où on va, alors, pas aussi. Ah, d'accord. Euh, donc, renseignez-vous sur la PMA, mais ça fait pas partie du programme, ça fait pas partie du programme de PSE. Ensuite, l'alimentation équilibrée. Donc, dans l'alimentation équilibrée, donc bien sûr, il y a le système digestif que vous avez vu au collège. Donc, dans le système digestif, on va faire rentrer des aliments qu'on va dégrader avec des mécanismes chimiques et mécaniques. Donc, la mastication, c'est un mécanisme mécanique. Le tractus digestif. Euh, donc les mouvements dans tout l'appareil digestif, ça aussi, ça va être mécanique. Et des mécanismes chimiques, donc que ce soit par la salive, par les différents sucs gastriques, et qui vont permettre de casser les briques nutritives, les macromolécules des aliments, pour les transformer en nutriments, donc les lipides, les glucides et les protéines. Et ce mécanisme-là de digestion, donc dans la bouche, l'œsophage, l'estomac, le gros intestin, va permettre donc de casser ces briques, de transformer les aliments en nutriments. C'est comme si vous aviez un gros Lego qui arrive ici, déjà construit, et la digestion va séparer toutes les briques. Et ces briques-là, donc ces nutriments, ils vont rentrer dans votre sang, au niveau de l'intestin, où dans l'intestin, vous allez absorber les acides aminés, les acides gras essentiels, les sucres, et c'est au niveau de l'intestin qui vont être absorbés et après diffusés dans tout l'organisme pour permettre à vos cellules de pouvoir se réparer, se construire, fonctionner, faire marcher tout leur processus biochimique euh, et, euh, et, et fonctionner en fonction de la tâche qu'elles ont à faire. Donc, l'alimentation, grossièrement, c'est ça. Quand vous allez avoir des aliments, vous allez pouvoir déterminer donc l'énergie en regardant les étiquettes. Donc, sur une étiquette, on va retrouver des informations qui sont obligatoires, nutritionnelles, comme l'énergie, les calories globales qu'il va y avoir dans cet aliment. Donc, la balance de mon activité physique et l'énergie que je vais faire rentrer dans mon corps, et ben cette balance-là va faire en sorte que soit je vais perdre du poids ou soit je vais gagner du poids. Donc cette notion d'énergie, c'est lié à ça, l'énergie que vous allez incorporer dans votre corps grâce aux aliments. Ensuite, vous allez retrouver des matières grasses. Donc ici, vous voyez une différence entre vous voyez à chaque fois matière grasse et acide gras saturé. Acide gras saturé, c'est des matières grasses, dont acide gras saturé. En fait, acide gras saturé, ça va être les mauvaises matières grasses. Ça va être toutes les matières. Donc, on a besoin de matières grasses, mais il y a des matières grasses qui sont meilleures que d'autres. Les acides gras saturés, les acides gras insaturés. Et donc, les acides gras insaturés, c'est tout ce qui est oméga 3, oméga 6, oméga 9, etc., qui sont plutôt des bonnes graisses. Et les acides gras saturés, c'est tout ce qui va être viande, enfin la graisse animale, graisse de bœuf, qui vont plutôt être des mauvaises graisses pour la santé et qui vont provoquer des maladies cardiovasculaires qui vont être à la source de l'origine des maladies cardiovasculaires. Donc, infarctus, etc., obésité, triglycérides, cholestérol, etc. Donc, dans un aliment, on va avoir des matières grasses, dont des mauvaises matières grasses et acides gras insaturés. Donc, dans un aliment, plus on a de dons acides gras saturés important, ben, moins cet aliment est bon pour la santé. Et c'est exactement la même chose pour les sucres. Glucides, c'est tous les sucres totaux, donc les amidons, les tous les sucres, que ce soit les fibres. Alors ici, ils ont mis les fibres à part. Donc dans tous les glucides, on va avoir des
fibres alimentaires qui sont des glucides qu'on ne peut pas digérer. On va avoir des sucres lents qui vont être des glucides qu'on va, avec des longues chaînes en gros, c'est des sucres qui sont en longue chaîne. Et donc, les glucides, les sucres lents sont des glucides, mais à longue chaîne et qu'on va mettre plus de temps à digérer. Donc, qui vont mettre plus de temps à aller à se retrouver donc dans notre sang. Donc, c'est ce qu'on appelle la glycémie, le pic glycémique. Donc, glucides, dont sucre simple, ceux-là, ils vont très rapidement aller dans votre sang. Et c'est justement les sucres simples qui vont faire en sorte que ben, ça va augmenter les risques de diabète de type 2. Pourquoi? Parce que notre sang, on doit avoir un taux de sucre dans le sang qui est tout le temps égal de 1 gramme par litre, 1 gramme de sucre par litre de sang. Si on a une énorme augmentation de sucre, notre pancréas va devoir gérer ce sucre-là pour le faire diminuer. Sinon, on a des risques de coma diabétique, par exemple. Et ben, plus on va faire fonctionner notre pancréas, plus on va l'épuiser. Donc, quelqu'un qui va consommer du sucre très régulièrement depuis son enfance va faire énormément fonctionner son pancréas et donc va le fatiguer. Et c'est ce qu'on appelle un diabète de type 2 quand on a un pancréas qui est en PLS et qui ne fonctionne plus. Donc, glucides, dont sucre. Les fibres alimentaires, donc c'est des sucres qui ne sont pas digestibles, donc qu'on ne va pas pouvoir digérer. Bah, c'est très lié aux végétaux. Et donc, ils vont rentrer et ils vont ressortir exactement comme ils sont rentrés. Et bah, ceux-là, ils vont être plutôt bons, les fibres alimentaires vont être plutôt bonnes justement pour le transit intestinal, pour tout ce qui est, pour tout ce qui est digestion, ça va faciliter donc la digestion, donc les fibres alimentaires. Et les protéines, donc les protéines, tout ce qui va se retrouver plus dans la viande, les œufs, le poulet, euh, le poisson. Donc les protéines qui vont être une source d'acides aminés pour bosser, qui est important aussi. Et le sel aussi, le sel c'est important. Le sel va avoir un pouvoir de capter l'humidité d'une manière générale. Et quand il va être dans votre corps, pareil, ça va capter, ça va emprisonner l'humidité. Donc votre sang va être un petit peu plus visqueux. Donc votre cœur va forcer plus à pomper le sang. Donc c'est pour ça que le sel est très lié aux maladies cardiovasculaires. Alors si jamais dans les dommages sur la santé, vous n'avez qu'un seul dommage donc en PSE à retenir, c'est tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Parce que, donc, cardiovasculaire, infarctus, AVC, etc. Pourquoi? Parce que quand on a une mauvaise hygiène du sommeil, ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Quand on a une mauvaise alimentation, ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Certaines IST augmentent les risques de maladies cardiovasculaires. Euh, Quand on ne fait pas assez d'activité physique, ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Quand on est stressé, ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires. En gros, tous les modules liés à la santé en PSE peuvent avoir pour dommage sur la santé maladie cardiovasculaire. Donc, si jamais vous avez un seul dommage à retenir, bah, ce serait ça. Ensuite, bah, pour l'alimentation équilibrée, donc pensez au Nutri-Score. Le Nutri-Score, donc en gros, c'est basé sur toutes les études sur la nutrition en fonction de ce qu'il y a dans un aliment et les besoins moyens d'un humain quotidien, ben, on va attribuer une lettre A, B, C, D, E. Et plus les apports nutritifs sont en accord avec des besoins journaliers d'un être humain classique, ben, plus c'est dans le A. Et plus c'est en excès, ben, dans le E, ben, des produits trop gras, trop sucrés, trop salés, par exemple. Ben, en fait, on va catégoriser ça. Donc, on est, on est d'accord que c'est vraiment très simplifié. Une alimentation équilibrée, ça se calcule sur une semaine. Ce n'est pas juste
Si je consomme un aliment, par exemple, si je consomme du Nutella, bah, ça va pas être dramatique si je le consomme de façon raisonnée et si j'en consomme pas tous les jours. Donc, une alimentation équilibrée, c'est vraiment un ensemble. On va vraiment prendre en compte tous les aliments qu'on va incorporer dans notre régime alimentaire et sur une période de à peu près une semaine. Et bien sûr qu'on est d'accord que si vous mangez toute la semaine des produits classés E, bah, vous augmentez les risques de maladies cardiovasculaires. Et si vous consommez des produits classés A, vous avez d'une manière générale une alimentation équilibrée. Alors, ensuite, le stress. Donc, le stress, ici, donc, bah, les conséquences, euh, bah, maladies cardiovasculaires, etc. Problèmes de concentration, fatigue, etc. Donc, ici, dans le stress au quotidien, donc, une chose très importante à connaître, c'est les mécanismes enfin, les différentes phases du stress. Alors, en gros, il va y avoir deux stress. Un stress immédiat, un stress d'alarme et un stress chronique. Le stress immédiat ponctuel, c'est pas celui-là qui va être néfaste, ça va être le stress chronique qui va être néfaste. Donc le stress ponctuel, c'est le stress qui est lié à l'hormone, ici en bleu, de l'adrénaline. Donc c'est typiquement la montée d'adrénaline qu'on va ressentir face à un danger, etc. Et ce pic d'adrénaline, il va pas durer longtemps et notre corps, il va très bien le gérer. Et donc ça, ici, c'est ce qu'on appelle la phase d'alarme. Donc quand on a ici, avec le temps, une arrivée d'un événement stressant, ok, première phase, phase d'alarme, montée d'adrénaline, qui va très vite passer. Ensuite, si ce stress il continue, on va avoir une phase de résistance, où là, ben, on va commencer à produire dans notre corps des hormones comme la sérotonine et le cortisol. Et la phase de résistance, c'est, OK, bah, j'ai un gros dossier. Mon patron arrive et me donne un gros dossier à faire pour la semaine suivante. Donc, quand il me donne le dossier sur mon bureau, j'ai une poussée d'adrénaline. Et la phase de résistance, ça va être là où le stress chronique, je vais lutter contre, je vais m'organiser, je vais lutter, je vais essayer de relativiser contre ce stress qui continue dans le temps. Ensuite, si ce stress continue encore dans le temps, je vais avoir une phase d'épuisement mental, épuisement psychique, où là, c'est ce qu'on appelle le burn-in. Et si ça continue encore, phase de burn-out, où là, je vais avoir un épuisement psychique et physique. Donc, ici, la phase de burn-out, c'est vraiment quand le stress continue sur la durée. Donc, ici, phase ponctuelle, phase d'alarme, poussée d'adrénaline, phase de résistance où là, bah, je vais lutter contre ce stress. Et à force de lutter, je vais m'épuiser, je vais m'épuiser, je vais m'épuiser. Et là, épuisement psychique, mental, et donc démotivation, euh, découragement et épuisement psychique et physique. Donc, ça, c'est le burn-out, où on va avoir la phase d'épuisement total. Et donc, on va terminer donc, ben, en burn-out. Ensuite, dernier module lié à la santé, donc le module lié à la sécurité alimentaire. Alors, la sécurité alimentaire, c'est toujours lié à l'alimentation, mais là, c'est pour ne pas tomber malade quand je vais consommer des produits. Donc, il y a différents principes de base que vous devez retenir, hein. Donc, bien sûr, comment est-ce qu'on va tomber malade? Ça va être à cause d'une multiplication de bactéries qui vont être dans les aliments. Ces bactéries, elles se multiplient en fonction de la température, de l'oxygène aussi, de l'humidité. Donc c'est pour ça que quand on va avoir des produits à basse température, sans humidité, il ne va pas y avoir de développement bactérien sans eau, par exemple, les produits secs. On n'a pas besoin de les mettre au frigo. Les produits sans bactéries à la base, donc les produits stérilisés, c'est bon, les boîtes de conserve, on n'a pas besoin de les mettre au frigo. Donc ces produits-là, ils sont plutôt safe. Mais par contre, les produits à température ambiante avec de l'humidité, bah, c'est ceux qui risquent
de voir des bactéries se multiplier, et quand on va les ingérer, provoquer des maladies gastro-entérites, etc. Donc, quelques principes de base, donc bah, ne pas contaminer les produits donc, bah, en se lavant les mains régulièrement. Donc, quand on va faire la cuisine, quand on va faire des préparations culinaires, donc, le fait de se laver les mains, le fait de ne pas passer d'un produit sale, contaminé, à un produit propre. Par exemple, de la viande crue à de la viande cuite. Si la viande elle est crue, elle contient des bactéries. Une viande cuite, elle a été stérilisée, donc elle contient beaucoup moins de bactéries. Et si je touche de la viande crue et après je touche de la viande cuite, bah, je remets beaucoup de bactéries de l'un à l'autre. Et pareil, des fruits et légumes, les fruits qui viennent de la terre contiennent beaucoup de bactéries, forcément. Et bah, si je manipule des fruits et des légumes et que je manipule après de la viande qui a été cuite, stérilisée, bah, je vais apporter plein de bactéries sur cet aliment-là. Donc, le lavage de mains, le lavage aussi du matériel, la stérilisation. Ok, premier point très important. Ensuite, la maîtrise de la température. Donc, il y a deux types de liaison. Alors, la liaison chaude et la liaison froide. Donc, la liaison froide, c'est en gros garder des aliments à basse température. Donc, la température ne va pas tuer les bactéries, mais va permettre de ralentir leur multiplication. Donc, à moins 18 degrés, c'est la congélation. Entre 0 et 4 degrés, c'est le frigo. Donc, on va pouvoir conserver des aliments pendant quelques jours, voire quelques semaines. À moins 18 degrés, on va les conserver bah, quelques semaines, voire quelques mois. Et entre 4 et 63 degrés, c'est la température où les bactéries, elles peuvent se développer de façon optimale. C'est leur température de développement qu'elles apprécient. Donc, c'est la zone dangereuse. Et au-delà de 63 degrés, donc on va avoir une stérilisation, euh, donc une pasteurisation, une stérilisation. Donc là où on va tuer les bactéries. Donc à partir de 70, 100 degrés, on va tuer les bactéries qui sont dans un produit. Donc ça, c'est la liaison chaude, c'est garder des produits à basse température pour les conserver. Euh, Liaison froide, pardon, à basse température pour les conserver. Et liaison chaude, c'est garder des produits à haute température. C'est ce qu'on voit dans les réchauds, dans les canaries, dans les restaurants qui gardent des aliments toute la journée dans des saladettes chaudes. Et ça conserve les aliments pendant plusieurs heures à haute température, comme ça, et ça permet que les bactéries, elles ne se développent pas. Ensuite, bah, la gestion des stocks et des DLC, hein, pour éviter les maladies liées à l'alimentation, donc les toxi-infections alimentaires ou et quand c'est collectif, toxi-infections alimentaires collectives, c'est ce qu'on appelle des TIAC. Donc pour éviter ça, un autre moyen, bah, la gestion des stocks en regardant les DLC, les conditions de stockage, donc bien sûr un produit qui doit être conservé au frais, on le conserve au frais. Faire tourner, faire euh, des rotations de dates, donc les produits les plus anciens, c'est ceux qu'on va consommer, enfin les produits avec une DLC plus longue, c'est ceux qu'on va mettre au fond du placard, et comme ça on va les consommer euh, après bah, des produits à DLC plus courtes, etc. Donc tout ce qui est gestion du stockage, des conditions de stockage, lumière, humidité, et la gestion des DLC, donc date limite de conservation. Et les DLUO, c'est par exemple sur des produits secs, donc c'est date limite d'utilisation optimale. Là, c'est des produits qui risquent pas de provoquer des maladies, mais qui vont être moins bons en fonction du temps. Typiquement, le riz, les pâtes, etc. Tant que c'est pas réhydraté, ça peut pas moisir, entre guillemets. Mais par contre, avec le temps, la graisse, elle peut rancir. Les gâteaux secs, pareil, ça peut rancir la graisse et ça peut être moins bon. Donc ça, c'est des produits à DLUO. Mais là, il n'y a pas, en théorie, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque sanitaire sur, lié à l'alimentation. Maintenant, les risques majeurs. Alors, les risques majeurs. Donc, donc là, on a fini la partie santé. Là, on va partir sur la partie environnement.
Euh, risque majeur qui est un risque un peu à part. Donc un risque majeur, c'est un risque qui est à part. Alors, vous avez le moyen de parler plus fort. Je mets le son. Je mets le son à fond. Ok, bah, je vais essayer de parler plus fort. Alors, les risques majeurs. Donc, les risques majeurs, donc c'est un risque un petit peu à part. En quoi c'est un risque à part? Bah, c'est un risque qu'on ne peut pas maîtriser, donc, et qui est lié, qui est qui est très très lié à un, un ratio de probabilité et gravité qui est bah, différent des risques professionnels. Un risque professionnel, il a une probabilité d'arriver bah, quasiment tous les jours, vu que le travailleur, il est sur son lieu de travail tous les jours et souvent il est exposé au danger tous les jours. Et ben, la gravité, il va y avoir une, deux victimes. Donc, une gravité qui est forte pour le salarié, mais ça va pas faire des centaines de victimes. Un risque majeur, c'est un événement avec une probabilité qui est faible, donc, par exemple, un cyclone, un tremblement de terre, une éruption volcanique, une usine qui explose, ça a une probabilité faible. On ne sait pas quand ça va arriver, mais ça arrive très rarement. Par contre, la gravité, elle va être énorme. Donc, bah, ça va causer des dommages, que ce soit économiques, que ce soit sur l'environnement ou avec le nombre de victimes. Donc, c'est vraiment ça la caractéristique d'un risque majeur, c'est on va avoir une très faible probabilité, une très grande gravité dans un événement. Ici, le danger, dans un risque majeur, il a un nom particulier, on va appeler ça un aléa. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça un aléa? Justement parce que c'est quelque chose qui est aléatoire, qui a une très faible probabilité. Donc, dans un risque majeur, c'est le même principe hein, de un danger qui est exposé à une population, à un enjeu, et bah, il y a une situation dangereuse et événement déclencheur avec un dommage comme ce qu'on peut voir dans le pad, sauf que ici, le danger, on l'appelle l'aléa, et l'opérateur, ça va être l'enjeu, un enjeu lié à la population, lié à l'environnement, un enjeu économique. Donc, la caractéristique d'un risque majeur, c'est vraiment ça, un aléa qui est exposé à un enjeu. Donc, pour, euh, pour alerter des risques majeurs, donc il va y avoir donc le signal national d'alerte. Le signal national d'alerte, c'est la sirène qu'on entend tous les premiers mercredis du mois, où où ils testent justement cette sirène-là dans les communes. Mais on ne peut pas l'entendre forcément si on est éloigné du centre-ville. Donc, le signal national d'alerte, la sirène. Depuis quelques temps, il y a FR Alert, donc sur les téléphones, il y a des alertes qui sont envoyées justement, qui elles, du coup, vont être plus précises, plus spécifiques, parce que sur le téléphone, euh, il va être mentionné donc le risque majeur spécifique et les mesures de prévention pour se mettre à l'abri. Donc, les risques majeurs qui existent, il existe les risques majeurs naturels, les inondations, les glissements de terrain, les liquéfactions du sol, les tremblements de terre, les cyclones, les tornades, les avalanches, les tsunamis, etc. Les risques majeurs naturels. Les risques majeurs technologiques, donc un camion-citerne qui explose, une usine qui explose, un barrage qui lâche, un barrage hydroélectrique qui lâche. Euh, il existe des risques majeurs sanitaires, où là, ça va être par exemple, les toxi-infections alimentaires, les TIAC, sont des risques majeurs sanitaires. La canicule, les, 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 euh, les épisodes de canicule sont des risques majeurs sanitaires aussi. Euh, les, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les épidémies. Épidémies, bah, bien sûr, de Covid, épidémies de dengue, épidémies euh, en tout genre, qui sont des risques majeurs sanitaires. Et le dernier, c'est les risques majeurs terroristes, qui là aussi fait partie de la famille des risques majeurs. Donc, autre moyen de prévention
des risques majeurs, mis à part les signaux d'alerte, il y a le PPRN, le plan de prévention des risques naturels. Donc, dans chaque commune, le PPRN donc chaque commune a l'obligation de faire, donc de prendre une carte de sa commune et d'identifier les zones où il y a des risques de liquéfaction de terrain, des risques d'inondation, des risques, etc., etc. Donc ça fait partie de la prévention des risques majeurs, des plans de prévention des risques naturels. Maintenant, euh, les risques liés au bruit. Donc, les risques liés au bruit. Alors, donc ici, les choses à savoir. Donc, ici, on a un schéma de l'oreille interne avec le pavillon, le conduit auditif, le tympan, les osselets, la cochlée. Et ici, en jaune, tout ce qui est les nerfs auditifs qui partent vers le cerveau. Nerfs auditifs et nerfs aussi liés à l'équilibre. Parce que dans l'oreille interne, ici, les petites courbes que vous voyez, ce sont les, les, euh, les organes qui permettent de gérer l'équilibre dans le corps humain. Mais ça, du coup, ça nous concerne pas dans l'audition. Donc, ici, dans une question que vous pouvez avoir, c'est par exemple identifier le trajet du son, donc le son, qui est une vibration de l'air, le son, un bruit, le son, c'est une vibration de l'air, et une question que vous pouvez avoir, c'est localiser le trajet du son de l'extérieur jusqu'au cerveau. Donc, ça passe par le pavillon de l'oreille, dans le conduit auditif, ça fait vibrer le tympan. Cette vibration, elle se transmet de proche en proche par les trois petits osselets, donc le marteau, l'enclume et l'étrier. Et ici, ça va faire vibrer donc, le liquide qui est à l'intérieur de la cochlée. Et cette vibration, elle va faire vibrer les petits cils des cellules ciliées de la cochlée. Et ces cellules vont transmettre cette vibration en signaux électriques nerveux, donc par les neurones, et ça va être interprété par le cerveau. Donc ici, on peut avoir deux types de surdité. Une surdité de transmission, quand l'onde sonore, elle va avoir du mal à être transmise jusqu'à la cochlée, de proche en proche, comme je vous ai dit. Donc, peut-être que les osselets, ils sont désolidarisés, ils sont déplacés, ils vont pas pouvoir transmettre la vibration. Peut-être que le tympan, il va être percé et il va pas pouvoir transmettre la vibration. Peut-être que le conduit auditif va être bouché aussi et qui ne va pas transmettre la vibration. Donc, surdité de transmission jusqu'à la cochlée. Et surdité de perception. Ici, la surdité de perception, c'est quand les cellules ciliées de la cochlée, elles ne peuvent plus percevoir le son, pardon, parce que elles sont trop endommagées. Donc, par exemple, ici, dans la cochlée, on a des cellules auditives, des cellules ciliées, qui, quand elles sont encore vivantes, eh ben, elles ont des beaux cils. Et ici, quand la vibration arrive le long des cils, elles perçoivent ça et elles envoient un message électrique jusqu'au cerveau, mécanisme classique de fonctionnement. Mais quand les cellules, elles sont détruites, quand elles sont abîmées, ici, il peut y avoir toutes les vibrations que vous voulez, elles ne peuvent pas transmettre le signal au cerveau parce qu'elles ne sont plus fonctionnelles. Donc ici, dans ce cas-là, c'est un cas de surdité de perception. Et donc, le bruit. Donc pour l'instant, j'ai essayé de ne pas faire de lapsus et d'utiliser que le mot son. Mais c'est quoi la différence entre un son et un bruit? Ben, un bruit, on est d'accord que c'est un son, c'est de l'air qui vibre. Mais comment est-ce qu'on peut qualifier, c'est quoi la différence entre un bruit et un son? En gros, un bruit, c'est un son qui est soit désagréable, ou soit dangereux pour mon audition. Donc en fait, c'est un bruit qui va provoquer soit un dommage physique dans les cellules ciliées d'oreille interne, ou soit mental, psychologique ou social, parce que c'est un son qui va m'énerver, etc. Donc il y a différents types de bruits, hein, des bruits de choc, de percussion, des bruits de vibration, des bruits aériens, des bruits
des bruits intérieurs, extérieurs. Donc on peut caractériser différemment le bruit. Et ici, voici l'échelle du bruit. Donc en gros, le bruit, quand un son est au-delà de 85 décibels, et ça vous voyez sur vos téléphones quand vous augmentez le son, c'est quand ça passe au rouge, 85 décibels. Au-delà de 85 décibels, bah, c'est considéré comme un son qui va provoquer des dommages sur votre santé auditive. Et vu que c'est très lié à, au milieu professionnel, donc 85 décibels, c'est vous pouvez travailler dans un milieu à 85 décibels pendant toute une journée de travail, donc 7 heures, 7h30, 8 heures, sans avoir de dommages sur votre santé auditive. Donc sans que ça abîme vos cellules ciliées. Au-delà de ça, à partir de 90 décibels, bah, au bout de plusieurs minutes, ça va commencer à abîmer votre oreille interne. Et 100 décibels, bah, c'est au bout de quelques secondes où là, ça va abîmer vos cellules de l'oreille interne, vos cellules ciliées. Et ces cellules-là, on ne sait pas les réparer. Donc, une fois que vos cellules sont abîmées, ces cellules, elles sont abîmées à vie. Donc, bah, voilà. Éviter d'écouter la musique trop forte. Donc, on va voir dans l'échelle du bruit, le seuil d'audibilité, bah, c'est à partir de quel bruit, de quel son on peut entendre quelque chose. Donc, bah, c'est 0 décibel. Le seuil de danger, c'est 85 décibels. Et le seuil de douleur, 140 décibels. Là, quand vous êtes confronté à ce type de bruit, vous tenez les deux oreilles avec les mains, et vous hurlez de douleur. Là, c'est le seuil de douleur. Donc, seuil de danger, 85 décibels. Maintenant, la partie vraiment environnement. Et on a plus que trois modules à voir rapidement. L'alimentation éco-responsable, la partie environnement, et la partie des ressources en eau et ressources en énergie. Et après, on a fini. Donc, euh, l'alimentation éco-responsable et d'une manière générale, la consommation éco-responsable. Donc, en gros, ben, chaque chose que je vais consommer, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau ben, des vêtements, genre Shine, etc., ça va avoir des conséquences sur l'environnement. Donc pour ça, bah, comment euh, maîtriser les conséquences de ce que j'achète sur l'environnement, l'impact environnemental de ce que j'achète. Pour ça, il existe des labels. Donc, il existe des labels qui sont Fairtrade, ça c'est plutôt équitable. Donc, des labels euh, liés à l'origine, donc les IGP et les AOP. Euh, des labels liés à l'environnement, agriculture biologique, là ça va être plus lié aux pesticides chimiques que l'on va utiliser, aux engrais chimiques qu'on va utiliser. Pour information, il y a encore il y a des engrais et des pesticides hein, dans l'agriculture bio, mais qui sont produits naturellement. Ensuite, il y a des labels qualité, des labels de recyclage aussi. Donc, tout un tas de labels qui peuvent être utilisés pour voir l'impact environnemental de ce que j'achète sur bah, l'impact sur l'environnement. Euh, ensuite, autre mesure de prévention pour réduire mon impact environnemental, donc bah, éviter le gaspillage. Donc, ne pas acheter quand il y a des gros lots quand il y a des gros lots en promotion si j'en ai pas besoin, parce qu'après ça va entraîner du gaspillage, cuisiner les restes du frigo, etc. Donc le poids des déchets alimentaires. Donc ici, ben, le gaspillage, bah, forcément, quand j'achète et que je mets directement à la poubelle, bah, forcément, ça a un impact environnemental. Euh, Ensuite, les circuits courts, circuits longs, là aussi, ça a un impact environnemental. Si je vais acheter des circuits courts, donc on va avoir l'agriculteur, le producteur, et je vais directement aller acheter chez le producteur. Et circuit long, eh ben, ça va être donc
Moi, je suis client, je vais aller dans mon magasin qui, lui, a acheté un grossiste ou un industriel alimentaire, etc. Et donc, il y a beaucoup plus de maillons dans la chaîne. Et donc, ben, vu que chacun a besoin de vivre, chacun s'est pris une petite marge. Donc, de un, je vais faire des économies avec le circuit court en achetant directement au producteur. Et, de deux, bah, il va y avoir moins de pertes aussi, moins de gaspillage, parce que quand un agriculteur va envoyer à un grossiste et après au magasin, etc., et ben, entre-temps, eh ben, il y a toujours des produits qui se périment, qui gâtent, des fruits et légumes qui pourrissent. Et donc, en allant acheter directement en circuit court, eh ben, on a un impact environnemental et économique. Maintenant, les risques liés à l'eau. Alors, les risques liés à l'eau. Alors, il y a deux vraiment, il y a deux axes de lecture quand on parle de l'eau. Il y a la qualité, donc ça va être l'eau de qualité qu'on va voir au robinet, par exemple, et la quantité des ressources en eau. Il y a vraiment ces deux prismes de lecture. Donc, au niveau de la quantité, l'eau qui est disponible sur Terre. Donc, bien sûr que la planète bleue, il y a énormément d'eau, mais cette eau-là, elle est salée et elle n'est pas disponible. Les usines de dessalement d'eau de mer coûtent énormément, ça coûte énormément d'énergie pour dessaler l'eau de mer, et donc c'est pas disponible et ça coûte très cher si on veut utiliser cette eau-là, donc ça va être très compliqué. Et au final, l'eau douce, on va en avoir donc dans les rivières, les nappes phréatiques sur les continents, dans les pôles. Mais l'eau douce disponible, c'est moins de 1% de toute l'eau qui existe sur Terre. Donc les ressources en eau, elles sont vraiment rares sur la planète Terre. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter la pollution, éviter le gaspillage. Et c'est pour ça que d'ailleurs ça fait partie de vos cours de PSE pour l'environnement, la gestion des ressources en eau. En plus de ça, un, c'est rare, et deux, c'est mal réparti. Par exemple, au Canada, il y a énormément de ressources en eau, au Mexique, il y a très peu de ressources en eau. Donc, il va y avoir des différences entre les pays euh, qui vont avoir euh, il va y avoir totalement une inégalité par rapport à ça. Comment est-ce qu'on consomme l'eau dans notre quotidien? Donc, d'une manière générale, on consomme énormément, 39-40% d'eau pour la douche, le bain, pour l'hygiène. Pour les toilettes, 20%, donc on fait pipi et caca dans de l'eau potable. Donc génial. Alors qu'il y a des personnes au monde qui n'arrivent pas à avoir accès à l'eau. Il y a plusieurs milliards de personnes qui n'arrivent pas à avoir un accès à l'eau potable au quotidien et donc qui ont des soucis d'accès à l'eau. Donc, bain, douche, donc sanitaire, les toilettes, hygiène, sanitaire, les toilettes, après le linge, la vaisselle, etc. Et donc, quand on regarde la consommation, il y a plein d'eau où on pourrait utiliser juste de l'eau de pluie, parce que l'eau de pluie, ici, c'est de l'eau du robinet qui est utilisée quand on va consommer l'eau. Donc, bien sûr que l'eau du robinet, il faut qu'elle ait des critères sanitaires qui nous rendent pas malades, que ce soit si on la boit ou si on va se laver avec. Parce que si j'ai une plaie et que je mets une eau avec plein de bactéries dedans, ma plaie, elle va s'infecter. Donc, il faut que l'eau du robinet, elle ait des critères sanitaires qui soient assez exigeants. Mais ici, si jamais cette eau du robinet-là, bah, pour le bain et la douche, oui, bien sûr que c'est important que j'ai une eau propre, mais pour les toilettes, pour laver ma voiture, pour arroser le jardin, j'ai pas forcément besoin d'eau. Donc ici, 20 plus 6, je pourrais économiser 26%, quasiment 30% de l'eau que je consomme en utilisant par exemple de l'eau de pluie qui, certes, n'a pas des critères bactériologiques, chimiques euh, et physiques exceptionnels, mais qui peuvent très bien servir à, à alimenter mes toilettes ou arroser mon jardin ou laver ma voiture. Donc, au niveau de la consommation, il faut aussi penser à l'eau grise ou le- la consommation indirecte. Donc, par exemple,
Quand on va utiliser une feuille de papier, il faut 10 litres d'eau pour fabriquer une feuille de papier. Un t-shirt, c'est 2700 litres, etc. Donc là, vous voyez les échelles, quoi, mais c'est à peu près ça. Donc, parce que bah, pour faire de la production, que ce soit pour produire des fibres de t-shirt, donc des fibres de coton, ou pour produire des fibres de papier, bah, il faut de l'eau. Pour la production industrielle et agricole, pour la production industrielle, bon, les mécanismes de traitement et de production, ça nécessite de l'eau, etc. Donc, eh ben, on a notre façon d'acheter et de consommer, ça a des conséquences directes sur les ressources en eau et bien sûr que sur la pollution aussi de l'eau, parce que plus je consomme de l'eau, plus je rejette de l'eau usée, polluée. Donc, consommation indirecte d'eau qui agit aussi. Et donc, l'eau potable, donc il y a des critères biologiques, donc bactériologiques, donc il y a des critères, en gros, les bactéries qu'il y a dans l'eau. Il y a des critères physiques, le pH, la température de l'eau, euh, critères chimiques, j'ai dit quoi? Bactériologiques, physiques, critères chimiques, donc le nombre de nitrates, le nombre de pesticides qu'il va y avoir dans l'eau, donc on va analyser les critères chimiques aussi. Dans les physiques, il y a aussi la radioactivité, par exemple. Dans les chimiques, donc le nombre de pesticides, nitrates, nitrites, chlordécone, pesticides, etc. Et critères organoleptiques, la couleur, la saveur, l'odeur de l'eau. Donc ça, c'est les quatre grandes familles de critères qu'on va analyser. Donc chaque commune, elle doit analyser très régulièrement, tous les mois, je crois. C'est l'eau qu'elle délivre dans le réseau pour que bah, chaque citoyen puisse avoir de l'eau de bonne qualité à son robinet. Donc, comment ça fonctionne l'eau du robinet? On va capter l'eau soit dans des nappes, soit dans des rivières. Ensuite, il va donc prélèvement. Ensuite, il va y avoir une usine de potabilisation, donc qui va avec des produits chimiques, des filtres, tout un tas de procédés qui va rendre l'eau potable en mettant un petit peu de chlore pour éviter que les bactéries elles se développent, etc. Ensuite, il va y avoir pourquoi pas un stockage dans un réservoir comme les châteaux d'eau. Après, ça va dans les logements. Une fois que ça sort du robinet et que ça arrive dans le siphon, c'est considéré comme de l'eau usée. Et là, ça va aller dans les égouts ou dans les fosses septiques. Et vu qu'il y a des lois sur l'eau qui interdisent de rejeter de l'eau polluée dans l'environnement, donc il va y avoir un réseau donc, de récupération de ces eaux usées et une station d'épuration qui va récupérer ces eaux usées et qui va les transformer en eau qui vont être dépolluées avant qu'elles soient rejetées dans l'environnement, dans les rivières en général. Donc, ça, c'est le cycle urbain de l'eau. Donc, on capte, on nettoie, on rend potable, on distribue, on récupère les eaux usées et on nettoie avant de renvoyer vers l'environnement. Donc, ça, c'est pareil donc, dans toutes les communes, pour les entreprises aussi. Euh, et donc, il y a des lois sur l'eau et sur l'environnement, donc la l'EMA par exemple, qui va dire que, qui va travailler sur enfin, qui va se baser sur le principe du pollueur-payeur. Une usine, par exemple, qui va polluer beaucoup, qui va utiliser beaucoup d'eau et qui va polluer beaucoup, eh ben, elle va devoir payer des taxes pour pour le traitement de l'eau usée. Vous, quand vous achetez de l'eau, donc quand vous utilisez de l'eau dans votre logement, la facture d'eau, vous payez et le prélèvement et la potabilisation et la sanitation, enfin le traitement des eaux usées avant que ce soit renvoyé dans l'environnement. Donc voilà. Euh, donc tout un tas de lois sur la qualité de l'eau qui est arrivée à votre robinet et la qualité de l'eau qui doit être pour, avant d'être rejetée dans l'environnement. Et dernier module sur l'environnement, donc c'est les énergies. Donc, les énergies et les ressources. Donc, quand on parle de ressources et d'énergie, donc là, c'est
C'est toutes les ressources, hein, toutes les terres rares, les ressources minières, etc. Donc aujourd'hui, on consomme plus que la planète, elle ne peut en fournir et ne peut régénérer comme ressources, que ce soit le pétrole, les métaux, les terres rares, etc. Ensuite, au niveau des énergies, donc il y a des énergies renouvelables et des énergies non renouvelables. Les énergies non renouvelables, ce sont les énergies fossiles, comme le gaz naturel, le pétrole et le charbon. Euh, Elles vont s'épuiser un jour ou l'autre. Et les énergies renouvelables, c'est tout ce qui est directement lié au soleil immédiat. Donc que ce soit le solaire, l'éolien, des courants d'air sont créés par les flux d'air qui sont causés par les différences de température, donc c'est lié au soleil. L'hydraulique, donc les barrages qui font tourner des turbines et donc qui marchent avec l'eau qui coule dans les rivières. Donc là, c'est lié au soleil, à l'évaporation, les cycles de l'eau, etc. Donc les énergies renouvelables et les énergies non renouvelables, donc pétrole, charbon, et nucléaire, qui est aussi une énergie non renouvelable parce que l'uranium qu'on va utiliser dans les centrales nucléaires est une ressource minière qui est non renouvelable. Donc quand on parle d'énergie, hein, on va parler d'empreinte carbone. L'empreinte carbone, c'est le CO2 qui est fabriqué, qui est produit donc par les énergies non renouvelables. Donc quand on va brûler du pétrole, du charbon, du gaz, enfin pas du gaz, mais quand on va brûler du pétrole et du charbon, on va dégazer, on va produire du CO2 dans l'environnement. Et donc, ce CO2, pour chaque objet qu'on va acheter, donc il y a bah, un- une empreinte carbone qui va être différente. Donc, par exemple, ici, c'est quoi? C'est 1 kilo de CO2 produit pour un magazine. Euh, un téléphone portable, c'est quoi? C'est 20 kilos de CO2. Donc voilà, chaque chose qui est produite a nécessité de l'énergie, et vu que la majeure partie de l'énergie qui est consommée sur Terre est sous forme de fossiles, donc on a chaque produit qu'on achète a une empreinte carbone. Donc voilà comment est-ce que des gaz à effet de serre, ils sont produits. Donc, les énergies, donc c'est tout ce qui est production d'électricité, les industries, le transport, l'agriculture aussi, l'agriculture et l'élevage, la déforestation, les bâtiments, donc pour le chauffage par exemple, et la production d'eau et des déchets. Donc, oui, pour potabiliser de l'eau, pour traiter de l'eau, ça nécessite de l'énergie. Donc, tout ça, c'est des activités humaines qui vont produire des gaz à effet de serre. Donc les gaz à effet de serre, on parle beaucoup du dioxyde de carbone, le méthane. Donc le méthane, ça va être les paies et les rots de vache par exemple, protoxyde d'azote et autres. Donc les gaz à effet de serre et justement l'effet de serre, quelque chose qui est très souvent vu au bac et demandé au bac. Donc qu'est-ce que c'est que l'effet de serre? Donc en gros, autour de la planète, on a une atmosphère pardon, qui sert de couche isotherme, comme un sac isotherme, comme une glacière, autour de notre planète, on a cette atmosphère qui va conserver la chaleur. Et heureusement qu'elle conserve la chaleur, parce que sinon, sur la planète Terre, il ferait moins 14 degrés, je crois, ou moins 20 degrés, et la vie, elle serait impossible. Donc, on a une atmosphère qui une atmosphère qui conserve la chaleur. Comment ça marche, cette conservation de chaleur? On va avoir des rayons de soleil, donc de l'énergie lumineuse qui arrive. Une partie est réfléchie comme un miroir dans l'espace, mais une partie est absorbée et traverse l'atmosphère et arrive sur le sol. Quand ça arrive sur le sol,
cette lumière, elle se transforme en chaleur. La lumière du soleil se transforme en chaleur. Donc, cette chaleur, c'est le rayonnement infrarouge. Et cette chaleur, ce rayonnement infrarouge, plus l'atmosphère va être dense, va être compacte, plus elle va être emprisonnée autour de la planète. Donc, si l'atmosphère est moins dense, moins compacte, les rayonnements infrarouges, il y en a une grande partie qui va retourner vers l'espace, mais plus l'atmosphère va être dense, plus les rayonnements infrarouges, ils vont rester emprisonnés autour de la planète. Et donc, c'est ça l'effet de serre. L'effet de serre, c'est ce rayonnement infrarouge qui reste plus que d'habitude sur la planète. Et comment ça reste? Qu'est-ce qui va permettre au rayonnement infrarouge de rester, d'être emprisonné par l'atmosphère? Et ben, c'est les gaz à effet de serre. Le CO2, le méthane, la vapeur d'eau aussi, hein, qui est un gaz à effet de serre. Mais le réchauffement climatique, c'est quoi? C'est à cause des industries, à cause de l'activité humaine, on a modifié la composition de l'atmosphère. On l'a pas modifié d'énormément, hein, mais cette petite légère modification de l'atmosphère fait en sorte que le rayonnement infrarouge va être beaucoup plus capté, concentré, conservé autour de la planète et c'est comme ça qu'on va voir le réchauffement climatique. Et voilà. Alors, le trou dans la couche d'ozone. Alors, le trou dans la couche d'ozone, je vois la question. Alors, le trou dans la couche d'ozone, ça c'est totalement différent en fait. Le trou dans la couche d'ozone, c'est dans les années 60, enfin, en gros, il y a plusieurs dizaines d'années, on utilisait un gaz qui s'appelle, enfin des gaz qui s'appellent des CFC, et du coup, pour mettre dans les aérosols, dans les bombes déo, etc., pour mettre dans les frigos, il y a un système de gaz dans le frigo pour transporter la température. Et on utilisait ces gaz-là on les utilisait partout. C'était bien parce que c'était des gaz qui s'enflammaient pas, etc. Donc technologiquement, c'était très bien. Et au bout de quelques années, on s'est aperçu que ces gaz-là, quand ils étaient rejetés dans l'atmosphère, eh ben, ça cassait l'ozone, justement. Et pendant des années, on a utilisé ces gaz-là, on a utilisé ces gaz-là, et au bout de plusieurs dizaines d'années, on s'est aperçu qu'ils avaient un effet sur l'atmosphère et ça faisait un trou dans la couche d'ozone. Et ça a été très rapidement pris en compte. Et tous les pays du monde, ils se sont mis d'accord de ne plus jamais utiliser ces gaz-là. Et du coup, de trou dans la couche d'ozone, aujourd'hui, il se referme énormément et il est quasiment rebouché, quoi. Donc, le trou dans la couche d'ozone, ça n'a pas de rapport avec le réchauffement climatique. Pas sûr qu'il voit les commentaires. Ah, attendez, si, c'est bon. Alors, justement, bah là, justement, j'ai terminé et là, je peux lire vos commentaires. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser toutes vos questions. Si vous êtes en métropole, il faut aller vous coucher. Alors, il y a de la nutrition dans le bac de PSE, peut-être. Euh, Imagine sujet de nutrition, demain passé. Ok, ok. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Euh, Est-ce qu'il y a moyen de parler plus fort? J'ai essayé de parler un peu plus fort. J'espère que ça a été. Merci. Alors, on va pouvoir faire Itamami. Alors, le QQ QCP, je vous ai dit, c'est tellement simple comme outil d'analyse que c'est rarement demandé au bac. Itamami, c'est beaucoup plus demandé. Euh, euh, alors pour tous les outils d'analyse, regardez sur la chaîne YouTube, il y a des shorts qui reprennent chaque outil d'analyse
et qui reprennent, les shorts reprennent aussi des éléments sympas sur tous les modules, enfin des éléments importants sur tous les modules. Euh, alors l'année dernière, c'était sur le gaspillage. Alors par exemple, l'année dernière en PSE, en Guadeloupe, c'était un sujet qui traitait sur l'environnement des protections menstruelles euh, réutilisables. Donc les serviettes hygiéniques réutilisables, la cup. Et donc c'était un sujet qui parlait d'environnement et qui faisait un lien dans la partie professionnelle au congé menstruel. Donc en gros, des femmes qui ont des règles douloureuses, etc., qui peuvent prendre des congés, et ça existe dans certains pays. Et donc, c'est lié à tout ce qui est au module de PSE sur la discrimination au travail, etc. Donc, vous pouvez tomber au bac sur des thématiques que vous n'avez pas vues, mais qui ont quand même, avec votre esprit critique et votre esprit d'analyse, où vous pouvez proposer des mesures de prévention et une analyse pertinente. Parce que le sujet là sur les protections menstruelles lavables, je suis persuadé que il y a à peine 1% des élèves de PSE qui ont vu cette thématique-là, en cours hein, pendant leurs 3 ans. François. Alors, non, mais pourquoi chaleur aussi? Euh, ok, ok. Donc, je vais regarder vos dernières questions. Si en attendant vous avez encore des questions, bah, n'hésitez pas. Si j'ai dit des choses si j'ai dit des bêtises, parce que c'est possible, hein, vous pouvez me corriger. Et, euh, voilà. Alors, il faut réviser quoi en priorité à votre avis? Alors, les mesures de prévention, les niveaux de prévention, vous savez, prévention intrinsèque, collective, individuelle et formation, information. Donc, c'est quasiment certain que vous allez avoir une question, proposer des mesures de prévention et indiquer le niveau de prévention. Vous allez quasiment obligatoirement avoir une question, identifier la problématique. Vous allez avoir des questions quel est le danger, la situation dangereuse. Euh, donc focalisez-vous sur, je vous ai dit, les questions qui rapportent le plus de points, c'est proposer des mesures de prévention et argumenter, justifier ces mesures de prévention. Donc quand vous voyez une question qui commence par proposer des mesures de prévention, argumenter, justifier, c'est des questions qui rapportent factuellement le plus de points. Euh, Après les thématiques des modules, l'eau, l'environnement, les risques psychosociaux donc c'est tout ce qui est burn-out, stress au travail, euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est discrimination au travail, ça peut aussi tomber. Euh, Peut-être les risques majeurs, le bruit. Mais en gros, tous les modules peuvent tomber. Les modules qui tombent le moins souvent, c'est la contraception et les maladies sexuellement transmissibles. Les modules liés à la sexualité, ça tombe pas très souvent. Mais sinon, tous les modules sont, sont susceptibles de tomber. Alors, de trouver ou de formuler la problématique. Avez-vous des conseils pour bien savoir comment s'y prendre? Donc, je reprends, hein. Formuler, c'est même pas souvent, c'est quasiment à chaque fois. Formuler la problématique, en gros, si vous avez votre sujet et euh, vous vous posez dans une posture de patron, de père de famille, de grand frère, et vu que c'est des sujets de prévention santé environnement, donc à chaque fois il y a des dommages sur la santé. Donc à chaque fois la problématique c'est une phrase qui est sous forme de question et qui va commencer par comment prévenir ou comment éviter blablabla. Vous regardez votre sujet, vous vous mettez en bon père, en position de bon patron et vous dites comment éviter que mes salariés qui changent les ampoules alors ils ont pas à le faire en montant sur une chaise, ne tombent et ne se fassent mal. En gros, vous regardez votre sujet et vous, bah, vous formulez une question. Si vous voulez formuler une problématique, basez-vous sur le QQ QCP.
comment éviter que qui ne se fasse quoi, où, etc. Donc, vous récupérez tous les éléments de votre QQ QCP et bah, vous pouvez, définir une problématique hyper pointue. Au bac, on ne vous demande pas d'aller si loin que ça. Juste comment prévenir les risques liés au bruit dans l'entreprise. Ça, c'est très bien, par exemple. Euh, et voilà, oui, j'ai fini. Donc là, je reste pour vos questions, mais je vais bientôt couper. Donc, c'est quoi les choses à vraiment apprendre? Ça sent les révisions de dernière minute. Ben, les choses à vraiment apprendre, bah, c'est alors, en PSE, c'est pas, il y a très peu de questions de cours, juste où il faut régurgiter une question de cours. Les seules questions de cours qu'il peut y avoir, ça va être quelle est la définition de la santé selon l'OMS ou qu'est-ce qu'une addiction? Donc ce que je vous ai dit, ce que je vous ai dit là. Mais ça va pas être du par cœur. Il y a de l'analyse de documents, il y a des méthodes d'analyse, des outils d'analyse, l'ITAMAMI, le diagramme cause à effet, le PAD, l'approche par le risque, que vous devez savoir ça utiliser, c'est pas savoir par cœur, mais savoir utiliser. Et bah, des mesures de prévention. Et là, bah, c'est pas des mesures de prévention, c'est pas savoir par cœur. C'est en fonction de la situation, ben, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, par exemple une machine bruyante. euh, Quand vous allez être en entreprise, c'est pas savoir par cœur il faut absolument faire ça. Peut-être que dans cette entreprise-là, je vais déplacer ma machine bruyante à l'extérieur, mais dans une autre entreprise, ça va pas être possible, donc je vais devoir mettre des protections autour, équiper mes salariés avec des casques. Donc ça va vraiment dépendre de la situation. Ainsi, le petit tips au niveau des mesures de prévention. Une réponse qui sera tout le temps valable quand on va vous demander quelles mesures de prévention vous pouvez utiliser pour machin. Bah, les cours de PSE, parce que tous les sujets qui vont tomber au bac sont dans les cours de PSE, et les cours de PSE sont des mesures de prévention pour former et informer les élèves des risques professionnels. Donc, si vous marquez les cours de PSE, bah, clairement, c'est valable pour n'importe quelle question qui vous demande proposer des mesures de prévention pour bah, les cours de PSE sont des formations et de l'information dispensées à tous les élèves de lycée pro pour prévenir les risques bah, qui vont tomber au bac, quoi. Donc ça c'est le petit tips de dernière minute. Alors, les gaz d'effet de serre et CO2, méthane et la production s'accumulent dans l'atmosphère, piège des rayons. Bon, ça c'est une super donc euh, crachoir. Et ben c'est une super définition de l'effet de serre. Bon bah si vous n'avez pas d'autres questions, bah, je vais vous laisser. Euh, Dormez bien, courage pour demain, c'est votre dernière épreuve avec l'oral de chef-d'œuvre et je vous souhaite de bonnes vacances. Bon, et ben je quitte le live, je coupe le live et donc bonnes vacances à vous et bon courage. Allez, à jamais, j'espère. J'espère ne pas vous revoir pour le rattrapage.